Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur Kavi Media. Bienvenue dans Actu Week, votre magazine hebdomadaire qui traite des sujets marquants de l'actualité de la semaine que je co-présente avec Fatoumata Kane. Fatoumata Kane, bonsoir. Bonsoir Abdallah et à tous au sommaire de cette édition d'information, brouillage des ondes de radio et retrait de Joma Media du bouquet Canal+. Difficile semaine pour les hommes de médias partagés entre combat pour la liberté de la presse et décisions surprenantes de l'autorité de régulation des médias. Les ennemis déclarés de la presse, une journée sans presse et un sit-in devant le siège de la HAC sont des actions mises en marche. Restriction de l'accès à Internet en Guinée. Plus les jours passent, plus le secteur privé continue de payer le lourd tribut. Cette malheureuse situation impacte considérablement les activités économiques de ces entreprises qui fonctionnent via Internet. Elles enregistrent chaque jour des pertes économiques très énormes. Les précisions d'un spécialiste à suivre dans un instant. Concours d'intégration à la fonction publique, 14 417 dossiers ont été traités sur 229 587 candidatures et seulement 10% des places libres seront recrutées. Ce sont des annonces faites par le ministre du Travail et de la fonction publique, Julien Yombono, vendredi à l'occasion d'une conférence de presse tenue à cet effet. Pour le reportage de la semaine, nous révisitons les œuvres de la biche du Manding, Mama Diabaté. Elle nous a quitté cette semaine des suites de maladie. La conceptrice du titre Mayaye s'en est allée à jamais, laissant sa famille biologique et artistique inconsolable. Et comme invité de cette semaine, nous recevons M. Fokam Fono Désiré, théologien catholique, philosophe, journaliste, diplômé de l'Université de Strasbourg, éditeur et écrivain crédité de 18 livres. Il est fondateur en 1999 au Gabon du magazine panafricain Perspective Campus International, devenu en l'an 2000 en France Émergence Magazine. En mars 2000, il créa les éditions Perspective. En séjour à Conakry, il décryptera les actualités avec nous. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Brouillage des ondes de plusieurs radios privées et blocage des réseaux sociaux en République de Guinée. Les associations de presse et le syndicat de la presse professionnelle de Guinée sont sortis de leurs réserves cette semaine. Dans une déclaration conjointe, il condamne ces pratiques jugées liberticides et déclare le Premier ministre Bernard Gomou et plusieurs autres cadres ennemis de la presse. Prévoit d'engager des poursuites judiciaires contre l'ARPT, d'organiser des journées sans presse et demander la suspension de la participation des représentants de la presse au CNT et à l'Institut national de l'audiovisuel INA. Je vous propose de suivre la déclaration lue par le président de l'URTLI au micro de Salimatou Diallo. L'Assemblée générale exige la levée immédiate et sans condition de ces restrictions. À défaut, les associations de presse et le SPPJ entendent dès mercredi 6 décembre 2023 engager les actions ci-après. 1. Désigner les personnalités dont les noms suivent ennemis de la presse. Il s'agit du Dr Bernard Gomou, Premier ministre, de M. Diba Diakité, PCA du Conseil national de régulation des postes et télécommunications, de M. Ousmane Gawad Gallo, ministre. Mais la presse est-elle seule face à son destin? Une question jackpot. Pendant qu'elle mène le combat contre le régime militaire, Joma Media a été retiré du bouquet Canal+ mercredi à la suite d'un courrier de la HAC, Haute Autorité de la Communication. C'est un courrier qui a fuité jeudi soir. Dans ce courrier, les consignes du président de la HAC sont claires. Boubacar Yassine Diallo retire son délai Joma TV et Joma Media pour des raisons de sécurité nationale. Une décision surprenante pour des hommes de médias, notamment le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. On se met le bal. Pour le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, la Haute Autorité de la Communication a demandé le retrait de Joma TV du bouquet Canal+, sans aucune base légale. Sékou Zamal Pendessa soutient que Boubacar Yassine Diallo et son équipe sont en train de travailler sous pression à la HAC. Je l'ai dit à plusieurs reprises à la HAC. Heureusement, c'était parfois devant des gens, et l'une des rencontres a même été médiatisée. J'ai dit que le sentiment que ressentent les confrères de l'intérieur du pays jusqu'ici
la HAC est sous la pression. Vous subissez une pression. Ils ont nié, le président a rassuré devant les caméras. Tout récemment, je suis allé répéter que ce sentiment persiste. Ils tentent de rassurer, mais la vérité aujourd'hui, pour répondre à votre question, je vois un Yassine sous pression. Même s'il ne l'avoue pas publiquement, moi je sais pertinemment qu'il est sous pression. C'est un communiqué qui a fuité sur les réseaux sociaux après la menace proférée par le SPPZ d'inviter les hommes de médias à boycotter Canal+, explique Sékou Zamal Pendessa. On va demander aux Guinéens de se désabonner. On va leur indiquer un endroit, peut-être à la maison de la presse, dans la grande cour là-bas. Amener tout leur bouquet Canal. On va mettre du feu dessus parce que Canal était complice de ceux qui veulent leur refuser leur droit à l'information. Canal, qui appartient à une société française, ne peut pas se permettre de contribuer à tuer le droit à l'information en France là-bas. Si elle vient faire ça chez nous, j'ai dit qu'on va boycotter. Donc quand ils ont entendu toute cette agitation dans la cité, la pression était là, ils étaient obligés de faire fuiter le courrier. C'est pas la HAC. Maintenant, là, on cherche à embellir les choses. Et pour gagner la confiance des hommes de médias dans cette situation, Sékou Zamal Pendessa invite par ailleurs Boubacar Yassine Diallo à jouer pleinement son rôle de journaliste comme il se réclame afin de défendre la liberté de la presse en Guinée. Dans le même registre, les associations de presse et le SPPG déclarent le lundi 11 décembre, journée sans presse, un courrier d'information pour la tenue du sitting du 14 décembre prochain devant le siège de la HAC a aussi été déposé ce jeudi à la mairie de Kaloum. Et comme annoncé au sommaire, nous avons comme invité de ce nouveau numéro d'Actu Week M. Faucan Fono Désiré, philosophe, écrivain et journaliste de nationalité camerounaise. Monsieur Désiré, bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir. Brouillage des ondes de radio, retrait de Dioma Média du bouquet Canal, la probable volonté du régime militaire de faire taire la presse est-elle affichée? Faire taire la presse, non. Cette volonté n'est pas affichée. Je pense que l'État a le devoir, par-dessus tout, par-delà tout, de protéger les biens et les personnes. Hein. C'est un devoir qui lui incombe et cela participe éventuellement et même fortement de son devoir de sécurisation de ce pays. Si pour une raison ou pour une autre, il est amené donc, à prendre une mesure comme celle-là, qui encore une fois n'est souhaitable pour personne, eh bien, c'est qu'il est dans son rôle. Bien, peut-on dans ce cas précis parler de violation de la liberté de la presse en République de Guinée? Ce serait rapide. Pourquoi pas? Mais ce serait même commencer à analyser par des déductions, voire des conclusions, alors qu'il faut commencer par les principes. Non, violation de la liberté d'expression, on peut y arriver après analyse, ça n'est pas le cas. La liberté d'expression participe même simplement de la liberté tout court. Or, la liberté tout court en tant que notion est au moins équivoque. Les linguistes le savent, les philosophes le savent, les historiens le savent. Évoquer simplement la notion de liberté, c'est déjà évoquer les restrictions. Il n'y a pas de liberté sans restriction. Je dis bien, l'évoquer simplement, c'est déjà évoquer des restrictions, parce que la liberté de l'un commence là où celle de l'autre s'arrête. Elle n'a de sens que si, en cas de liberticide, elle s'arrêterait, ou simplement serait sanctionnée. Voyez-vous, c'est un peu comme si la nuit révèle le jour, et vice-versa. C'est la liberté qui révèle la restriction. Donc, la liberté d'expression participe de la détermination, même du devoir d'un État, à encadrer les libertés tout court. Cela suppose, en cas de dépassement, des restrictions, voire des sanctions. Et est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que la presse est en danger? Encore une fois, non. Absolument non. Je dis et je le redis, une presse qui est amenée à se réajuster, peut-être parce qu'elle est sortie de son rôle, parce qu'il faut bien savoir que la presse a un devoir, hein. Elle n'a pas simplement le droit d'exister, elle est aussi assignée à devoir. Si elle sort de son rôle, il faut bien que celles et ceux qui sont qualifiés pour l'encadrer prennent des mesures. Est-ce qu'à partir de là, on peut dire qu'elle est menacée ou qu'elle est en danger? Je pense que non. Si elle est amenée à se réajuster, charge à elle de se réajuster pour que les choses rentrent dans l'ordre. Comme la presse, les entrepreneurs guinéens vivent aussi une période difficile.
La restriction de l'Internet impacte considérablement leurs activités économiques, surtout dans le secteur privé. Cela est dû au difficile accès à Internet. Les pertes économiques sont énormes et désastreuses, alerte Alassane Makanera Kake, spécialiste en finances publiques, rencontré par notre reporter Ansoubaï Lobalde. Regardez. Il est très difficile d'évaluer les chiffres économiques liés à l'Internet en Guinée, selon Alassane Makanera Kake, spécialiste en finances publiques. La restriction donc de l'Internet en Guinée depuis plusieurs jours a des impacts négatifs sur l'économie du pays, fait remarquer notre interlocuteur. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font le commerce en ligne. Nous avons les banques en ligne. Il y a beaucoup d'autres liés à l'Internet dans le cadre d'activités économiques. La restriction de l'Internet va automatiquement impacter l'activité économique de ces derniers. Il n'y a pas que les citoyens qui sont impactés par la perturbation de l'Internet. L'État est également frappé de plein fouet par cette situation lamentable, explique Alassane Makanera Kake. Selon lui, la méconnaissance démesurée des pertes économiques liées à l'Internet fait que l'État lui-même néglige les conséquences. Il suffit de voir dans le budget de l'État quels sont les montants consacrés par département en termes de consommation Internet. Donc ça signifie ça ne laisse aucune personne, aucune entité qui ne paye pas le prix. Malheureusement, c'est que ce n'est pas évalué. Vous savez, quand on ne connaît pas ce qu'on paie, on peut accepter souvent de perdre. Toute activité créatrice de richesse doit être encouragée, enseigne Alassane Makanera Kake. Il est utile, un pays qui veut aller et lutter contre la pauvreté, contre le sous-développement, que tout ce qui concerne la création de richesse, toute activité qui propulse la création de richesse, qui stimule la création de richesse, ces activités doivent être encouragées, non pas découragés. Depuis le début de la perturbation de l'Internet, les utilisateurs se connectent à travers VPN, une solution alternative et qui pourrait inspirer plus d'un dans le futur, soutient le spécialiste en finances publiques. Période de vache maigre pour les entrepreneurs avec la restriction de l'accès à Internet, ces pertes économiques qui ne seront certes pas supportées par l'État guinéen. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces entreprises sont dans le sale drap où il faut préconiser sauver ces emplois, M. Désiré? L'État guinéen, comme tous les États du monde, ont le devoir non seulement de créer des emplois, mais de les protéger. À partir de là, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'un État ou quel serait l'intérêt d'un État de siphonner les emplois? Ce serait simplement absurde. Je veux dire, le CNRD qui est en place maintenant en Guinée n'a aucun intérêt à siphonner les emplois. Si restreindre Internet participe d'une politique de siphonnage des emplois, bonjour l'enfer, tout simplement, et encore une fois l'absurdité. Je crois que il faut peut-être que je rappelle modestement quelques principes. De tous les éléments, je veux dire thermiques, minéraux, végétaux et humains qui constituent l'univers, notre univers, l'homme a ceci de particulier qu'il se projette, qu'il se réinvente, qu'il travaille, qu'il imagine à améliorer son environnement et simplement l'univers. Du coup, il participe du prolongement de la création. Et c'est en travaillant qu'il échappe à l'aliénation. Par conséquent, il a été amené à inventer. C'est un aventurier. Il a inventé l'automobile, voyez-vous. Dieu sait combien ça a amélioré les conditions de vie des hommes. Il a inventé les navires, il a inventé l'avion, et j'en passe. Il a inventé l'imprimerie. Oui, au XVe siècle. Il a inventé la presse écrite. Au XVIIe siècle. Cette presse écrite avait pour ambition de lier cet lien, de lier les gens dans un milieu urbain donné. Mais il a inventé la radio qui
avait cette particularité d'aller plus loin que la presse écrite. Là, on est au XXe siècle, 1906. Et après la radio, où on croyait que c'était le summum, voire le plus haut niveau des inventions en matière de médias, non, la télévision est venue, qui a associé à la fois maintenant le son à l'image et amené l'auditeur non plus seulement à écouter, mais carrément sur les théâtres d'opération. On est en 1926. L'homme aurait pu croiser les bras et dire, bon, ça suffit. Non, Internet est arrivé. Qui, en un clic, rassemble 8 milliards d'individus. En un clic. En un clic, je ne sais pas dans quelle campagne, dans quel hameau, vous êtes lié à 8 milliards d'individus. C'est une révolution sans nom. Restreindre d'Internet, mais oui, c'est mettre un coup de pied dans le boulot, dans le travail. Ça, c'est clair. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Je ne peux pas soutenir, pour quelque raison que ce soit, une mesure qui consisterait à restreindre Internet. En même temps, j'ai dit, je viens de le dire, j'ai redit qu'elle était à leur devoir, non seulement de travailler à l'émancipation, au bien-être des peuples et de ces populations, mais surtout de les protéger. Si Internet a pour une raison ou une autre participé à désarticuler ses devoirs, ouais, l'État est contraint, n'est-ce pas, de prendre des mesures, y compris restrictives. Mais ça ne peut pas s'étendre sur la durée. Il faut en même temps qu'on prend ces mesures-là, inventer et penser à en sortir. Et parlons justement de cela. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État est en train d'entretenir ou de favoriser une crise économique très aiguë? C'est pour ça que je dis qu'il faut en même temps qu'on prend des mesures de sécurisation, avoir pensé à en sortir. Parce qu'à défaut, ce serait la suicide, oui. Et puis, concours d'intégration à la fonction publique, cerise sur le gâteau, seulement 10% des places libres seront recrutées. Fatoumata Kane. C'est une déclaration faite par le ministre du Travail et de la fonction publique. Laissez-nous reprendre la partie là. Il y a erreur dans Ajoro. Ajoro, c'est bien. Ah. Je peux? Et puis, concours d'intégration à la fonction publique, cerise sur le gâteau, seulement 10% des places libres seront recrutées. Fatoumata Kane. C'est une déclaration faite par le ministre du Travail et de la fonction publique devant la presse ce vendredi. Julien Yombono précise que plus de 14 000 dossiers ont déjà été traités sur plus de 229 000 candidatures. C'est le ministre qui a fait l'annonce ce vendredi au cours d'une mise au point sur l'évolution du processus de recrutement. Mariam Boibari. C'est une annonce qui suscite des inquiétudes chez les candidats au concours d'accès à la fonction publique. Selon les chiffres fournis par le ministre du Travail et de la fonction publique devant la presse ce vendredi, seulement 14 417 dossiers ont été validés sur 229 587 inscrits. Nous avons à date 229 587 candidats qui se sont inscrits. Et vous savez aussi, la condition minimale, il faut payer 100 000 francs en ligne. Donc, sur les 229 587 candidats inscrits, nous avons 140 660 qui ont payé chacun les 100 000 francs. Et à date, donc, les dossiers soumis, parce qu'il y a l'inscription, il y a le paiement des 100 000 francs, mais il faut aussi soumettre les dossiers requis. Vous le savez, le certificat de résidence, le diplôme. Voilà, ce sont ces dossiers-là qu'il fallait mettre sur la plateforme, soumettre. Et donc, à date, nous avons 135 927 dossiers qui ont été soumis. Et le dossier traité sont 14 417. Et pour cette année, le recrutement se fera bien en fonction du besoin. Sur les 70 000 exprimés, Julien Yombono affirme que seulement 10% seront recrutés à l'issue du concours. Nous allons faire désormais de façon rationnelle comme les autres pays, c'est-à-dire qu'on a 70 000 besoins, on va les dépouiller, décanter, sélectionner les besoins prioritaires par année et programmer par séquence les concours. Donc pour l'année 2000, la session 2023, nous ne pourrons recruter que 10% des places libres. Et nous ne pouvons pas en faire plus. Aucune date n'a cependant été donnée par le ministre pour la tenue prochaine de ce concours d'intégration à la fonction publique.
Seulement 10% de place dans un pays où le chômage bat son plein, M. Désiré. La volonté de l'État est-elle réelle? Volonté de sortir de la crise d'emploi? Oui. Je l'ai déjà dit, je le redis avec plaisir, aucun État n'a intérêt à siphonner les emplois. J'ai dit que ce serait absurde. Recruter seulement 10% de la population ou 10% de ceux qui ont postulé, 10% de 229 000, est-ce qu'une volonté réelle de l'État? Oui, oui. L'État n'a pas vocation à recruter 13 millions de Guinéens. L'État a beau être pourvoyeur d'emplois, peut-être même le plus grand employeur de ce pays, mais franchement, il se suiciderait s'il se mettait en esprit en tête qu'il va pouvoir apporter un emploi à chaque Guinéen. C'est quasiment impossible. Voyez-vous, j'arrive en Guinée il y a un peu plus de 4 ans. Après avoir fait à peu près le tour de l'Afrique francophone, dans le cadre de mon travail comme journaliste, j'étais amené à faire des reportages par-ci, par-là, à couvrir des événements quelquefois tragiques, malheureux. J'ai observé, même sans le vouloir, j'ai appris des choses. Et quand j'arrive ici, en avril 2019, trois choses m'intriguent, tout de suite. C'est-à-dire des choses que je n'ai pas vues ailleurs. La première, parce que j'ai des amis qui sont avec moi, des amis guinéens, bien entendu, ici, je crois qu'ils m'écoutent, qui ne sont pas capables de me dire à quelle heure ils arrivent au travail. À quelle heure ils sont tenus d'être au travail. Donc, j'en déduis qu'il n'y a pas d'heure pour arriver. Encore moins d'heures pour partir. Première chose. Deuxième chose, sur le plan marchand, il n'y a aucun tarif. Et le coiffeur qui me prend à 5 000 francs guinéens prend un autre tout de suite devant moi à 15 000 francs guinéens sans que je comprenne c'est quoi la différence. Voyez-vous, on en est là. Troisième chose, ces mêmes amis me disent qu'ils ont 3 emplois, 2 emplois, 4 emplois. C'est-à-dire qu'il est dans le secteur privé, qu'en même temps, il émarge à la fonction publique, et j'en passe. Ça existe ailleurs. Sauf qu'ailleurs, c'est connu pour être un délit. Et donc, on n'en parle pas, on le dissimule au maximum. En Guinée, je découvre qu'on l'expose. Que c'est consacré, que ce n'est pas un problème. Voilà 3 choses qui m'ont dit. Alors, si le CNRD a pour vocation de refonder ce pays, ben, ça passe par l'assainissement de ce secteur. Du coup, le ministre en charge de la fonction publique et du travail, j'imagine qu'il a du pain sur la planche. Il ne peut pas faire plus qu'il n'en faut. Sinon, on sort de la refondation de la Guinée. Voilà ce que je peux en dire. Okay. Et vous pensez qu'il est nécessaire de trouver d'autres moyens pour créer des emplois au-delà de la fonction publique? Oui, absolument. Absolument. J'ai peut-être un des exemples parmi des millions et des millions en Afrique. Je n'ai jamais fait une demande d'emploi, par exemple. Je ne suis pas sûr que ce soit une faculté personnelle. Je pense que chacun pourrait le faire. Non, on peut inventer les emplois autrement que par la fonction publique. D'ailleurs, de par le monde entier, c'est reconnu les États-Unis en premier, n'en parlons pas de la Chine, l'Occident, la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, et j'en passe. C'est le secteur privé qui a faculté et vocation à créer des emplois, par les petites et moyennes entreprises. Et vous, comme moi, comme lui, peut chacun créer une petite et moyenne entreprise. Voilà. Oui, puisque vous me tendez la perche, que faut-il faire pour lutter efficacement contre le chômage en Afrique, notamment en Guinée? Il faut raison garder, sans brutalisme, sans solution toute faite, sans injonction non plus. Il faut, et je pense que ça participe aussi de la refondation que le CNRD a mis en place, prendre le temps nécessaire, la patience nécessaire pour révolutionner les mentalités et préparer les gens depuis leur prime enfance à être capables de s'auto-qualifier. Tout simplement. Je dis et je répète, même la ménagère qui est à la maison occupe là déjà un poste d'emploi. C'est un emploi ménagère. Vous savez, occuper les enfants, faire la cuisine, gérer l'intérieur d'une maison, regarder la disposition des différentes factures.
c'est plus qu'un emploi. Et les emplois domestiques, encore plus. Chacun peut, dès la prime enfance, grâce à papa, grâce à maman, grâce à l'enseignant, se préparer à, une fois l'école terminée, l'école, ce sont des structures d'acquisition. Une fois que cette école est passée, je suis sorti d'université avec un diplôme, mais ça reste un diplôme. Une formation diplômante ne qualifie en rien. Je dois, une fois sorti de là, être capable d'être opérationnel. Ça veut dire que pendant ce temps, j'ai été qualifié à faire quelque chose. L'État peut accompagner par une politique qui relève, par exemple, actuellement, s'agissant du CNRD, d'une politique de refondation mentale. La refondation dont on parle en Guinée, elle n'est pas univoque, elle est globale. L'aspect mental est déterminant. Cette révolution, cette refondation mentale peut effectivement permettre aux Guinéens que 13 millions de personnes sont, même ceux de la diaspora, eh bien, de repenser, de reconsidérer la conception et l'identité même de l'emploi. Qu'est-ce qu'un emploi? Est-ce une demande d'emploi à la fonction publique, une intégration, un poste budgétaire et un salaire à vitam aeternam? Non, un emploi, c'est la capacité d'être utile à partir de là où je suis, y compris dans mon propre lit, grâce anecdote pour anecdote, grâce à Internet en plus. Grâce à Internet, comme vous le dites. En marge de la 4e édition du Forum de l'étudiant guinéen qui s'est ouverte ce mercredi à Conakry, le titre de doctorat honoris causa a été décerné au président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Ce forum qui a pour ambition de donner aux élèves et étudiants le maximum d'informations sur les institutions d'enseignement supérieur à travers des panels d'échange et d'exposition est une initiative du ministère guinéen de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Bernard Goumou. Mariam Boybari, reportage. C'est sous le thème « Études supérieures et pratiques professionnelles » que la 4e édition du Forum de l'étudiant guinéen a été lancée ce mercredi. Piloté par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, ce forum a pour objectif de valoriser l'enseignement supérieur et permettre l'employabilité des étudiants à la fin de leur cursus. C'est avec un immense plaisir et une profonde considération que je vous accueille aujourd'hui à la 4e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Le Forum de l'étudiant guinéen se veut en cette 4e édition un espace inédit orienté vers les compétences et l'employabilité. Le thème de cette 4e édition, études supérieures et pratiques professionnelles, le défi des compétences et de l'employabilité, reflète notre engagement collectif envers l'excellence académique, la recherche novatrice et l'employabilité de nos étudiants. Des problèmes d'accès à Internet dans les universités au manque de campus, les étudiants ont saisi l'opportunité pour exposer leurs difficultés et faire des doléances aux autorités dans le cadre de l'amélioration de leurs conditions de vie. Nous, élèves et étudiants, restons confrontés à de nombreux défis et nous adressons nos plaidoyers aux autorités compétentes. Pour l'équipement de nos laboratoires universitaires qui nous permettra de lier la théorie à la pratique. L'installation du réseau Wi-Fi dans toutes les écoles et universités. L'augmentation du nombre de bus universitaires. La construction des dortoirs universitaires. Le Premier ministre Bernard Goumou prend acte de ces recommandations. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour instruire la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation de faire le nécessaire pour répondre aux doléances des étudiants. Sur les 3 principales doléances présentées par votre représentant, j'instruis maintenant Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de mettre tout en œuvre pour assurer la disponibilité du service Internet dans tous nos centres d'études et de formation. Cette première journée du FEC a aussi été marquée par la distinction du président Mamadi Doumbouya au titre de doctorat honoris causa, puis la visite des stands d'exposition sur la création et innovation apportées par les différentes universités du pays.
Mamadi Doumbouya, doctorat honoris causa, distinction honorifique décernée lors de cette 4e édition du Forum des étudiants guinéens ou de l'étudiant guinéen. Le président Mamadi Doumbouya l'a bien mérité, M. Désiré, vu ses innombrables actions en faveur des étudiants avec l'augmentation des bourses et primes d'entretien ou pécule, entre autres. Oui, il l'a mérité, mais est-ce qu'il en était demandeur? Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? J'ai dit bravo pour son doctorat honoris causa, mais je pense que ce forum avait un autre objectif, voire d'autres objectifs que celui-là, qui me semble un peu en périphérie de l'objectif central. On en a parlé, il s'agit de l'emploi, il s'agit de la formation du Guinéen, il s'agit de sa qualification. Oui, donc autant j'ai dit bravo au président Mamadou Doumbouya pour son doctorat honoris causa, autant je dis que ce forum a été le bienvenu. Et parlons justement de ce forum qui est à sa 4e édition. C'est un moteur propulseur du génie guinéen. Que pensez-vous de l'initiative? Belle initiative. Jeune journaliste, j'ai été envoyé à Casablanca en 1998 pour couvrir le forum des étudiants gabonais de l'étranger. Le président Omar Bongo, paix à son âme, y avait pensé, sous suggestion de son ministre de l'Éducation nationale, paix à son âme également, André Mbaobam. Il m'est revenu le privilège d'aller au Maroc couvrir ce forum qui autour d'une question centrale, adéquation, formation, emploi. Il y a 25 ans de ça. J'y suis allé, je suis revenu, ça a d'ailleurs été le déclic de la création de mon premier magazine, Perspective Campus International, qui avait donc pour vocation, le magazine de l'étudiant africain, qui avait pour vocation de travailler à l'émancipation de ce continent, à partir des fondamentaux que sont et que restent l'éducation, la formation et la recherche scientifique. 25 ans que j'y ai pensé, 25 ans, ça reste vrai. Et même plus que d'acuité. Oui, ce forum guinéen, forum de l'étudiant guinéen, très belle initiative. Bien, cela permet aussi de vendre le potentiel de l'étudiant guinéen. C'est un des objectifs. Faut-il miser donc sur l'éducation pour un développement rapide de l'Afrique en général et de la Guinée en particulier? Je ne vous le fais pas dire. Je l'ai pensé il y a 25 ans. J'ai dit, j'ai créé le magazine Perspective Campus International, magazine d'étudiants africains, en avril 1999, pour travailler à l'émergence de ce continent, ou à la promotion de ce continent, ou au développement de ce continent, à partir des fondamentaux qui restent vrais. L'éducation, la formation et la recherche scientifique. Nelson Mandela, pour ne pas le citer, paix à son âme, grand homme parmi les hommes, homme icône exceptionnel, l'a dit en son temps. L'éducation est le meilleur, le plus grand vecteur pour libérer l'homme et développer quelques pays que ce soit. Oui, l'éducation reste au centre de tout. Et en Guinée, plus qu'ailleurs. Le CNRD le sait. La refondation de ce pays, son réajustement, sa rectification, son rassemblement, et j'en passe par l'éducation. Grand mot, ce n'est pas un mot à la vogue, ce n'est pas un nouveau mot, mais ça reste un grand mot, un grand chantier. Passe par l'éducation. Il faut éduquer le peuple, il faut éduquer l'enfant, il faut éduquer la nation. Donc, éducation, vecteur de développement. Oui, absolument, plus que jamais. Bien. On ne cessera d'en parler, les manifestations continuent d'endeuiller des familles à Conakry. Un autre jeune est tombé mercredi lors d'une manifestation spontanée à Mdalaï Pharmacie. C'est dans la commune de Ratouma Fatoumata Kane. Aboubakar Kamara, élève de la 11e année, a été touché par une balle qui lui a coûté la vie. Un acte mis à l'actif des hommes en uniforme. Dans sa famille, tristesse et désolation se lisaient sur les visages. Aïcha Kamara, reportage. Dans la famille du jeune Aboubakar Kamara ce matin, c'est de la consternation. Sur les visages, une tristesse indescriptible. La mère, sous le choc, ne trouve presque pas de mots. Avec un cœur serré, elle nous explique les circonstances dans lesquelles elle a appris le décès de son fils tué dans la soirée d'hier par les hommes en uniforme alors qu'il revenait du terrain de football. L'État n'a qu'à voir ce qu'il peut faire, car mon enfant a été tué par balle.
Il est élève de la 11e année. Maki Kamara, ami de la victime, revient sur la scène tragique. Très gêné aujourd'hui et je suis très écœuré. Donc je ne peux même pas exprimer ma tristesse aujourd'hui. C'est vraiment plein de désolation et puis la circonstance aussi. Bon, on m'a dit, selon les informations que j'ai récoltées, qu'on lui a tiré une balle. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, la capitale guinéenne enregistre de nombreux cas de tuerie dans les manifestations. Ce n'est pas une première en Guinée, mais ces tueries deviennent récurrentes. 5 morts en moins d'une semaine. La justice doit-elle sévir pour mettre fin à ces atrocités? Oui, ça va de soi. Mais en même temps, en tant que journaliste, globetrotter, j'en ai vu d'autres. Les Guinéennes, je ne le dis franchement pas pour flatter qui que ce soit, mais chacun peut l'analyser, le remarquer, l'étudier, le constater par lui-même. Il est des nations, nous sommes 54 pays en Afrique, hein, il est des nations en Afrique, et je pense au moins plus que de la moitié, où aucun droit à manifester n'existe. En Guinée, au moins, on peut manifester. C'est déjà ça. Mais voilà, il se trouve que le Guinéen réclame davantage. Il en a tout à fait le droit. Donc, moi, je regarde le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On peut me le reprocher, mais c'est comme ça que je vois les choses. On n'aura jamais la globalité des revendications et des réclamations. On ne va pas non plus se contenter du minimum. Non. Simplement, raison gardée, il faut savoir juger les choses à leur juste valeur. Aucune vie, aucune, même une seule, ne mérite d'être supprimée pour quelque raison que ce soit. Par conséquent, la justice, oui, doit s'emparer de ces questions-là et sévir. Cependant, je le redis avec amertume, quand on regarde la propension des uns et des autres à passer à cette comptabilité macabre, à chaque fois, on a comme l'impression que ça sert des intérêts tapis dans l'ombre. Hein. Voilà, autant la justice doit faire son travail, et ça peut rassurer tout le monde, autant ceux qui organisent ce genre de choses, pour qu'à chaque fois il y ait un mort, qu'on va tout de suite compter, et en une semaine rassembler, et après décompter, que cela, raison gardée, sache éviter. Éviter ce genre de choses qui, à chaque fois, entraînent 1, 2, 3, 4, et maintenant 5 morts en une semaine. C'est dommage. Cette autre question, c'est quelles sont les raisons de ces tueries pour vous? Où est le véritable souci? Est-ce les forces de l'ordre ou les manifestants? Les deux. Autant il n'y a pas de corrupteur sans corrompu, autant il n'y a pas de corrompu sans corrupteur, autant il n'y a pas de ce genre de, on va appeler ça bavure, hein, ce genre de bavure policière sans responsabilité en face. Donc ceux qui, de tout temps, manifester est un droit. Ceux qui, pour une raison ou une autre, revendiquent, manifestent, sont dans leur droit. Et le CNRD a le devoir, non seulement de le permettre, mais de l'encadrer et de le sécuriser. Si au bout du compte, il y a des dommages parfois irréparables comme cela, franchement, ça relève de la responsabilité des deux. Pour terminer, notre reportage de la semaine nous parle de la perte tragique d'une icône de la musique guinéenne, l'artiste Mama Diabaté, autrement appelée la biche du Manding, a tiré sa révérence cette semaine à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Auteur du titre Mayeye, elle était l'une des rares femmes musiciennes de la Guinée à savoir jouer plusieurs instruments traditionnels. Son décès est une grande perte pour sa famille et le monde culturel guinéen. Mariam Boibari. Ce sont les larmes de tristesse du petit-fils de Mama Diabaté. L'artiste est décédé ce matin à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Encore sous le choc, Suleiman Kamara retient de sa grand-mère une femme forte qui a toujours été présente pour les membres de sa famille. Elle m'a beaucoup conseillé, soi-disant, Suleiman, na mamadeng,
Follow, il est dit qu'il faut toujours prendre le courage. Il faut toujours aimer tes frères et sœurs. Il faut toujours les prendre en charge. Il ne faut jamais être haineux. Tu vois comment moi je suis. Tout ce que je cherche dans la vie, je donne à ma famille. Dans le coma depuis le vendredi dernier, Mama Diabaté a finalement rendu l'âme des suites d'un accident vasculaire cérébral. Tadi Diabaté, qui a toujours été aux côtés de l'artiste depuis son hospitalisation, se rappelle encore des derniers moments passés avec sa tante. Nous sommes partis la chercher à Koya quand elle a fait son malaise. Depuis, nous sommes venus ici, elle est dans le coma. Elle était très malade. Elle a rendu l'âme dans les bras de ma belle-sœur. Nous prions Dieu pour le repos de son âme. C'est elle qui nous a éduqués et pris soin de nous. Appelée affectueusement la biche du Manding, Mama Diabaté était l'une des rares artistes féminines qui savait manier plusieurs instruments de musique traditionnels et modernes à la perfection. Elle était aussi auteure de plusieurs tubes à succès. Pour le président de l'Union nationale des artistes de Guinée, le décès de Mama Diabaté représente une grande perte pour la musique guinéenne. Nous avons perdu une personne vraiment qui n'est pas facile à imiter même, s'il faut le dire. Elle a rempli sa mission. Elle a rendu vraiment, a fait tout ce qu'elle devrait faire pour la nation. Mama Diabaté laisse derrière elle 5 enfants dont une fille, mais aussi un héritage musical qui a bercé plusieurs générations. Paix donc à son âme. Amen. Dites-moi, monsieur Désiré, aviez-vous connu l'artiste, Mama Diabaté? Non, je l'ai découvert sur le tard, mais je l'ai découvert quand même. Qu'est-ce que vous avez découvert sur cette fabuleuse voix? Bon, fabuleuse voix, je ne vous le fais pas dire. Hein. Voilà, j'ai découvert sa voix fabuleuse. Et j'ai une approche un peu holistique hein, des questions de mort. J'ai envie de dire, il va falloir retenir au-delà de l'affectif, du compatif et même du regrettif, parce que beaucoup sont en train de regretter cette voie. Il va falloir retenir d'abord, et peut-être même définitivement, à la fois l'ossature et le cœur de son œuvre. Parce que tout compte fait, et on remarque là, par bien des aspects, l'homme est éternel. À plus forte raison, l'artiste. Je ne pense pas qu'elle soit morte. Je pense qu'elle vit à travers ses œuvres. Et c'est à ça que nous sommes amenés à aller, pour retenir quelque chose. Parce que si après l'aspect compatif, l'aspect, j'ai envie de dire, affectif, l'aspect misérabilitif, on n'en retient rien, eh bien, elle passera comme si elle n'avait pas existé. Non, elle a la chance d'avoir existé, et même elle a la chance d'avoir plus qu'exister. Elle va continuer à exister à travers ses œuvres. Je me répète, par ce qui lui arrive, on peut remarquer que par bien des aspects, l'homme, s'il le veut, est éternel. Donc, Mama Diabaté n'est pas mort, elle reste, elle vit à travers ses œuvres. Absolument. Bien. Merci, monsieur Désiré. C'est moi qui vous remercie. Hein. Je rappelle que vous êtes journaliste, philosophe et écrivain, auteur, éditeur de plusieurs livres ici en Afrique. Oui, c'est exact. Merci d'être passé dans cette émission Actu Week. Merci, Fatoumata Kane. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à réaliser cette édition d'information. On se reprend la semaine prochaine pour d'autres actus. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.